Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, on est ensemble pour le 10h midi et entre 11h et midi, nous débattons dans la sérénité, bien évidemment avec aujourd'hui Alexandre Malafaye. Bonjour Alexandre, président du think tank Sinopia, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de La Regard. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie, vous avez très serein. Pardon? Très serein. Vous avez dit qu'on allait débattre de la sérénité, alors je dis très serein. Oui, ils ont tué la gauche, c'était votre livre qui est paru aux éditions Fayard. Najwa El Haïté, bonjour, vous êtes de bonjour droit Valérie. public, vice-présidente de Territoire de Progrès, vous avez publié Laïcité et République chez l'Harmattan, et Judith Weintraub, bonjour Judith, grand reporter au Figaro Magazine. Vacances, tu pars où pour les vacances? Partirez-vous en vacances cet été? La semaine dernière, il fallait penser à un reconfinement éventuel. Hier, on a ouvert les vannes, on peut donc partir partout en France cet été. Vous expliquerez comment on fait à moins de 100 km, à moins que ça ne change. On y reviendra dans un instant. Le chômage partiel est-il trop généreux? Beaucoup de questions autour de l'économie. Ce pognon de dingue, où va-t-on le trouver? Comment va-t-on faire pour financer tout cela? Et puis Édouard Philippe qui grimpe dans les sondages. Petit tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention. Najwa, commençons avec vous. J'aurais pu avoir le même que vous. Ah. Oui, alors aujourd'hui, c'est un coup de gueule et par ce coup de gueule, j'aimerais relayer la colère des éboueurs et de nos concitoyens. Parce que vous avez pu remarquer que dans plusieurs villes, des Français jettent leurs masques, jettent leurs gants en pleine rue, à même le sol. Et donc, autant vous dire que c'est un danger potentiel pour les éboueurs, mais également pour les autres. Imaginez un enfant qui passe, qui joueraient avec ces déchets, qui peuvent être contaminés, je le rappelle. Donc c'est irresponsable, c'est un manque de civisme et d'hygiène qui est vraiment à déplorer. Et pourtant, le ministère de la Transition écologique avait relayé des consignes claires en matière de gestion de ces déchets. Donc je les rappelle, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac dédié disposant d'un système de fermeture fonctionnel, puis conservés 24 heures avant d'être placés dans un sac pour ordures ménagères. Donc tout un dispositif. Donc voilà mon coup de colère et je pense que, comme vous le disiez Valérie, je ne suis pas la seule à le partager. Non, et hier, moi, je suis allée dans Paris et dans des quartiers un petit peu, j'ai fait un grand tour, et dans des quartiers très très chics comme le 6e, 7e, sont des quartiers où on voit des masques par terre également. Donc c'est vrai que j'ai pas d'autres mots, c'est dégueulasse. Donc ramassez vos masques, gardez-les, jetez-les dans les poubelles. C'est pas terrible. Judith, c'est un coup de cœur, une fois n'est pas coutume. Vous êtes malade? Oui, oui. Non, ça va très bien, je vous remercie. Mon coup de cœur, c'est pour l'ouverture d'une usine de masques au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, par un franco-chinois. Et c'est une sorte de miracle parce que normalement, il aurait fallu entre 6 et 8 mois pour qu'il obtienne toutes les autorisations, homologations, etc., etc. Et ça a pu se faire en 15 jours. Et d'après ce qu'explique ce monsieur, dont je ne vous épargne le nom parce que j'aurais trop peur de faire des erreurs de prononciation, c'est grâce à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a court-circuité tous ces obstacles bureaucratiques. Donc c'est la preuve que quand la bureaucratie est moins puissante, il y a des choses qui marchent en France. Je trouve ça formidable. Ça devrait inspirer tous les gens qui nous pondent des projets pour le monde de demain, la convention du monde commun de Jadot, Dufaux, Brossat, Piketty et compagnie. Et puis ça éviterait aussi ce que racontait le canard enchaîné sur François Bayrou. Vous avez vu ça, François Bayrou aurait échangé les étiquettes de masques arrivés de Chine en mettant un petit mot de sa main avec une marque tricotée en Béarn. Oui, non, j'ai cru que c'était une blague. Aux accusations du canard. Vous êtes sûr que c'est pas une... J'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était une blague. Il n'a pas répondu. Incroyable. Oui, Pierre Jacquemin. Parce que ça me permet de réagir à ce que vous disiez, Valérie, tout à l'heure. J'ai entendu votre coup de gueule sur les éditeurs qui, justement, publiaient pléthore d'ouvrages. On peut effectivement s'inquiéter que ceux qui écrivent les ouvrages soient les mêmes que ceux qui proposaient des solutions qui existent depuis des années et des années. Et c'est sans doute cela qu'on va lire à la rentrée, même si
savoir qu'il y a d'autres projets qui vont vous intéresser, j'en suis sûr, Valérie, pour ne pas dire plus. Eh ben, écoutez, en regardant la liste, très franchement, j'avais tweeté, j'ai hâte de ne pas les lire parce que coronavirus, un électrochirurgien. Ouais, vous en enverrez bientôt, Valérie, vous allez adorer, je suis sûr. Mais simplement, juste quand même, pour dire ce que disait Judith à l'instant, les initiatives, que ce soit les pétitions, les appels, que ce soit à droite comme à gauche, je pense que c'est nécessaire parce que on a vécu une période inédite et on a besoin aussi, et je pense que c'est un des mâles depuis des dizaines d'années, sans doute que les politiques ne pensent plus, ne réfléchissent plus, et sans doute que la période du confinement a permis justement de faire émerger des contradictions, des pensées, des réflexions qui vont être utiles au débat public. Donc, je ne sais pas si c'est des solutions à court terme ou à moyen terme, mais en tout cas, je pense que ce débat-là, c'est vrai qu'il y a eu une pléthore d'appels qui ont été diffusés dans la presse ces dernières semaines, mais c'est pas si négatif. Je trouve que si ça peut déboucher sur des idées neuves, parce qu'on voit bien que le débat aujourd'hui se cristallise entre ceux qui d'un côté voudraient dire il faut que les Français fassent des efforts, il faut réduire les économies, il faut machin, etc., et les autres qui disent bah non, il faut baisser le temps de travail, il faut au contraire continuer à s'endetter pour investir dans l'avenir. Il faut sortir de ces débats qui sont peut-être des débats caricaturaux, mais qui doivent faire émerger justement peut-être des idées nouvelles. Et je pense que cette agrégation des appels peut nourrir justement ce débat d'idées. Oui, enfin pas le gloubli-gloulba publié par Le Monde et signé par Nicolas Hulot, appelant à la bienveillance, qui était quand même assez ridicule. Mais pour revenir sur ce que disait Judith, oui, les initiatives privées ou les initiatives locales ont souvent montré que on était beaucoup plus efficace sans passer par l'État. Pierre, allez-y pour votre coup de cœur. Coup de cœur, oui, c'est une fois n'est pas coutume là aussi. Mais j'ai un coup de cœur cette fois-ci pour. Si, c'est vrai, ça arrive. Vous êtes plus positif que nous dans l'ensemble. Plutôt un coup de cœur pour le gouvernement italien qui vient de décider de régulariser massivement les sans-papiers. D'abord pour des raisons sanitaires, parce qu'on sait très bien que, comme en France d'ailleurs, les 600 000 sans-papiers qui travaillent en France, enfin qui vivent en France dans des conditions extrêmement précaires, souvent d'ailleurs à 5, 6, 7 dans des petites surfaces d'appartements ne sont pas des conditions idéales pour justement éviter que la propagation du virus se diffuse davantage. Et donc le gouvernement italien, comme le gouvernement portugais l'avait fait en pleine crise, et notamment pendant la période du confinement, ont décidé de porter attention à ces êtres humains qui sont dans des conditions irrégulières et qui donc ne peuvent pas bénéficier des différents services de santé et ni d'ailleurs pouvoir travailler, parce que c'est un des problèmes principaux et majeurs. Et donc du coup, le gouvernement italien vient de décider qu'il allait procéder à cette régularisation, notamment pour aider, là pour la peine pour des raisons économiques, le secteur de l'agriculture et aussi des services à la personne. Donc en France, on continue à faire comme si ces personnes n'existaient pas alors qu'ils sont près de 600 000 en France. Et pendant la période du confinement, 80% d'entre eux ont continué de travailler, souvent dans le bâtiment, souvent dans des conditions totalement illégales, c'est vrai. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir ces chiffres ? Donc je pense que ce gouvernement français ferait bien de prendre exemple sur ses autres partenaires italiens. Judith vous pose une question. Oui, comment est-ce que vous avez réussi à avoir ces chiffres ? Parce que déjà, on n'arrive pas, en tout cas le ministère de l'Intérieur dit qu'il n'arrive pas à comptabiliser les immigrants en situation irrégulière, et vous arrivez à dire la proportion d'entre qui travaillent. C'est formidable. Vous avez raison, Judith. Je ne suis pas ni ministère de l'Intérieur ni un sans-papier. En revanche, j'écoute ce que les personnes concernées disent, et il y a plusieurs organisations qui existent en France qui sont coordonnées les unes avec les autres, et il y a même une coordination des sans-papiers en France qui, elle, d'ailleurs, appelle à une manifestation le 21 mai prochain dans les rues de Paris pour faire valoir leurs droits. Et eux estiment effectivement qu'ils sont près de 600 000 en France, et eux savent aussi que par le réseau, ces gens-là ont continué de travailler pendant la période du confinement, dans l'aide à la personne, dans le transport, dans le service dans le service à la personne, je viens de le dire. Donc, je ne dis pas que ces chiffres sont fiables, ils ressortent une réalité qui est vécue par ceux qui sont concernés. Voilà. Peut-être quelqu'un veut réagir ? Bon, on passe au coup de gueule de notre ami Alexandre Malafaille. Oui, un coup de gueule. En fait, une inquiétude que je partage avec vous, qui est liée à un certain nombre de dérives que je considère comme étant liberticides et qui viennent s'ajouter en fait à la privation de liberté qu'on a aujourd'hui, qu'on subit tous. Mais on voit bien que le gouvernement profite de ce mouvement pour durcir un peu sa main, sa poigne. Quelques exemples. On vient de passer un décret
en 12 qui permet au fisc maintenant d'avoir accès à nos coffres-forts, à supposer qu'on en ait un, mais c'est une forme d'intrusion supplémentaire dans un espace qui est resté privé. Alors évidemment, les arguments, c'est la traque à la fraude fiscale, le blanchiment d'argent criminel, etc. Ouais. Mais bon, c'est encore un espace qui se réduit. Deux autres exemples qui sont liés à la justice, là, c'est encore, pour le coup, c'est plus préoccupant, c'est l'augmentation, en fait, l'expérimentation de ce qu'on appelle les cours criminels, c'est-à-dire, en fait, des cours d'assises qui jugent sans juré. Il n'y a pas de juré populaire, il n'y a pas de jury populaire. Voilà, donc, on donne davantage de prérogatives aux juges pour juger dans une approche qui n'est pas celle de l'esprit de la justice, notamment la justice la plus sévère, où là, il n'y a plus de recours aux jurés. Donc, on n'a pas de retour de l'expérimentation qui a été faite sur 9 départements et on l'augmente à 30. Bon, c'est bien d'évaluer de temps en temps avant d'aller plus loin, mais on voit bien l'intention du législateur. Et puis également, une évolution qui concerne en fait les pouvoirs des procureurs, qui pourront, je reprends le texte, réorienter les procédures correctionnelles ou contraventionnelles. Autrement dit, pour monsieur ou madame tout le monde, c'est-à-dire que sur toute une série de délits, le procureur pourra en fait condamner directement sans passer par le juge. Donc on va beaucoup affaiblir le contradictoire, la capacité à se défendre, et on va vers une espèce d'automatisation de la justice. Et je trouve que tout ça mené dans des périodes très compliquées et où le véritable débat public ne peut pas avoir lieu, ne me semble pas très sain, et en tout cas reflète bien l'intention du pouvoir qui profite de toutes les opportunités, quel que soit le pouvoir, celui-là comme les précédents, pour restreindre de plus en plus, année après année, nos espaces de liberté et pour durcir des procédures pour faire que le citoyen, finalement, on ressemble de plus en plus à l'Asie dans plein de domaines. Et le contrôle social est une préoccupation que je crois qu'il faudrait que nous ayons tous, parce que nos libertés sont sacrées. Et là, on nous en ampute de plus en plus. Et en matière de privation de liberté, c'est vrai que en matière de privation de liberté, c'est vrai que cette semaine a été aussi une semaine décisive, notamment au Parlement, avec la loi Avia, parce que c'est une loi totalement scandaleuse. Je comprends. Alors, ce qui est même assez étonnant, c'est que même la droite a voté contre ce texte, la gauche, en tout cas le Parti socialiste, lui, s'est abstenu, alors même qu'on va confier à des opérateurs privés le droit de s'exprimer, le droit d'avoir des avis qui sont parfois peut-être extrêmes, mais qui font partie du débat public et qui font partie de la liberté d'expression. Je trouve ce texte absolument scandaleux et il a été voté. Et c'est vrai que vous parliez de l'Asie tout à l'heure. Je ne dis pas qu'on est encore dans un pays qui censure de manière très, très large, mais c'est vrai qu'on est un pays où nos libertés se réduisent, et notamment la liberté d'expression. Il suffit de lire le rapport de RSF, d'ailleurs, qui place la France au 34e rang, je crois, du rang mondial de la liberté de la presse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'attaquer sur les réseaux sociaux, alors évidemment, il y a un sujet sur la haine. On voit bien que c'est un sujet sur les réseaux sociaux, mais de la haine à la liberté d'expression, on ne sait pas très bien justement ce que ce texte va dire, si ce n'est réduire encore plus la liberté d'expression. Oui, alors si on veut préciser, la haine, c'est un problème en soi. Judith Weintraub, parce que c'est un problème, mais juridiquement, ça n'existe pas. La France a des lois et des lois solides et pour la plupart anciennes qui existent déjà pour maintenir l'expression publique dans les limites souhaité par une démocratie. L'un des scandales de ce texte, à part reposer sur un concept qui n'a pas de définition juridique, c'est de confier à la police et non pas au juge le soin de décider qu'un message est haineux ou ne l'est pas, parce que ça ne passe pas devant le juge. C'est la police qui constate et qui donne 1 heure, je crois, aux plateformes pour retirer le message incriminé. Oui. Oui. Rapidement par rapport à ça, c'est vrai que cette loi, elle était au début, j'allais dire, la bienvenue, parce qu'il faut cesser l'impunité en ligne. Par contre, vraiment, l'importante réserve que j'émets, c'est le fait que cette loi a complètement mis de côté le juge judiciaire, qui est quand même le garant de la liberté d'expression. D'ailleurs, il y a un avocat, donc Basile Ader, qui est ancien bâtonnier de Paris, qui disait si vous voulez que ça aille vite, puisque là, on demande aux plateformes de retirer au bout de 24 heures les contenus haineux, eh bien, pourquoi pas passer par la comparution immédiate. Donc, c'était une proposition qui n'a pas été retenue, mais vraiment, le grand regret, c'est que le juge judiciaire ait été complètement mis de côté.
Merci. Alors, on se retrouve dans un instant. On va parler de cette autorisation qui nous a été donnée de partir en vacances en France. On va en parler avec vous. 0826 300 300. Beaucoup nous disent avec quel argent, c'est très cher, etc. On va en parler avec vous. À tout de suite. Avec vous pour le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Beaucoup de Français s'inquiétaient de ne pas pouvoir partir en vacances et donc à l'issue d'un conseil ministériel, Édouard Philippe, Premier ministre, donc a tranché. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet, au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, hexagone et outre-mer. Alors des aides ont aussi été promises pour le tourisme, un plan de 18 milliards d'euros avec l'assurance pour tous d'être remboursés s'il devait y avoir un reconfinement, donc évidemment de l'espoir, mais plusieurs questions déjà financièrement. Est-ce qu'on a prévenu les hôteliers et autres, enfin les hôteliers, ceux qui vont accueillir des gens qui vont louer leur maison, et puis comment est-ce qu'on va encore une fois financer tout ça? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Alors, j'en profite pour signaler que le Figaro Magazine fait sa une ce week-end sur les chambres d'hôtes. C'est un rendez-vous. C'est un numéro qui est un best-seller, oui, qui est, voilà, c'est un best-seller. Chaque année. Donc, on peut vous dire qu'ils sont prêts. Ils n'attendent que ça, les gens qui louent des chambres d'hôtes. Toute la profession, d'ailleurs, avec beaucoup d'angoisse sur les règles d'hygiène qui leur sont imposées et qui sont pas toujours ni cohérentes ni compréhensibles. Mais c'est absolument indispensable que ce secteur, qui est hyper important pour la France, reparte. Oui, c'est important qu'ils repartent, sauf qu'il y a 15 jours, même pas, il y a une semaine, je vous rappelle, on nous parlait très sérieusement, avec la mine très sévère, d'un risque de reconfinement. On nous disait que ce n'était pas gagné. Et là, d'un seul coup, en ce qui me concerne, j'ai arrêté de me prendre la tête, si j'ose dire, à chaque fois qu'une annonce vient dire une autre. J'attends. Non, mais même le gouvernement. Oui, surtout le gouvernement. Oui. Quand le gouvernement fait une annonce, maintenant j'attends. J'attends de voir ce que ça donne. Ouais. Alexandre Malafaille. Ouais, moi d'abord, je suis quand même, là encore, je reviens sur mon dada du contrôle social, mais quand j'entends le Premier ministre, les mots prononcés, on nous donne l'autorisation de partir en vacances. J'ai l'impression j'ai pas l'impression de vivre en France, quoi. Il y a quelque chose qui me dit, mais à qui s'adresse-t-il, quoi? On n'est pas un peuple d'enfants. Enfin, il faut arrêter de parler aux gens comme ça. Les mots ont un sens. Quand on fera l'autopsie, si je puis dire, de cette crise et qu'on se regardera en arrière pour voir de quelle façon on a parlé aux Français, il y a des gens qui vont avoir des regrets. Je veux dire, vous avez l'autorisation, mais est-ce que ces gens-là s'écoutent quand ils parlent? On est quand même dans une période particulière. On n'est pas non plus, pour essayer d'être un peu, nous faire l'avocat du diable. C'est pas comme si l'année dernière, au mois de mai, on nous avait dit vous aurez le droit de partir en vacances. On est quand même dans un contexte particulier, donc on peut pas déconnecter de. D'accord, mais il faut d'abord, il faut cesser de parler aux Français comme à des enfants. Ensuite, il faut cesser de leur mentir, et à un moment donné, il faut cesser de jouer avec la peur. Parce que alors, je sais plus, je crois que c'est. Pardonnez-moi, je termine ma phrase. Le contrôle social par la peur, ça devient insupportable. Voilà. Et je trouve que, je ne sais pas comment les Français partiront en vacances cette année, mais le stress qui entoure tout ça et le modèle de vacances qu'on promet à tout un chacun avec les barrières physiques, on ne sait pas si on pourra aller à la piscine, on ne sait pas si on pourra aller se baigner ou à peine. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire vivre aux Français? Alors, je suis d'accord qu'il faut prendre des précautions, mais il faut aussi regarder la réalité en face. Et à un moment donné, peut-être que si le gouvernement prenait plus de hauteur par rapport à cette maladie et arrêter aussi de dire les choses, en tout cas de dissimuler le fait qu'il y a aussi des traitements, je pense qu'on gagnerait en efficacité, en sérénité. Najwa El Haïty. Comme vous le disiez, on est dans une crise sanitaire inédite, hein, donc c'est sûr que vous avez eu des discours parfois contradictoires. D'ailleurs, j'allais dire comme l'OMS. L'OMS, à un moment, disait que les masques ne sont pas obligatoires. Après, a dit il faut quand même en mettre, mais il faut arrêter de dire pas ça sur les obliger les gens. En tous les cas, vous avez eu. Il faut arrêter d'entretenir la légende d'un mensonge généralisé sur les masques. Ah, mais complètement. Moi, je suis d'accord avec ça. Faut arrêter. C'est-à-dire vraiment, on est dans de l'inédit. Et on voit aussi d'ailleurs auprès des pays voisins que
eux-mêmes sont par moments même dépassés. Vous avez un pays comme l'Allemagne qui a été, tout le monde le cite, un modèle. Eh bien, certains cantons ont dû reconfiner. Et pourtant, les tests n'ont pas manqué et les masques non plus. Donc voilà. Donc il faut être humble et avoir beaucoup d'humilité quant à la gestion, j'allais dire, de cette crise. Alors, concernant le tourisme, j'allais dire, le gouvernement est cohérent parce que d'un côté, ils annoncent le tourisme comme une priorité nationale. Il était cohérent qu'ils invitent, du coup, les Français, enfin, c'est même pas invite, mais disent aux Français, vous allez pouvoir partir en vacances. Après, je rappelle qu'il y a eu quand même un engagement important auprès de ce secteur, donc à hauteur de 18 milliards, donc ce qui n'est pas rien. Simplement, moi, ma question, c'est qu'il y a cette limite de 100 km. Donc, une personne qui voudrait, par exemple, aller à la Baule, et j'en fais partie d'ailleurs, je suis désolée, c'est plus... la Baule est à plus de 100 km de la Baule. Donc, il y a des gens comme moi, je pense, qui veulent aller voir la mer. Donc, c'est cette question-là qui me... Oui, qui n'a pas été vraiment explicitée. On va y revenir, Pierre Jacquemin. Je vous donne la parole dans un instant. 0826 300 300. Si vous voulez réagir à cette discussion, est-ce que vous envisagez de partir en vacances? Certains nous disent non, c'est trop cher. La France est trop chère. Alors, le Figaro Magazine vous proposera ce week-end des chambres d'hôtes à des prix abordables, certainement. Mais cette question des 100 km, effectivement, elle est posée. On nous dit qu'on peut partir en vacances, mais pour l'instant, on ne peut pas aller au-delà de 100 km. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Alexandre Malafaille, Pierre Jacquemin, Najwa El Haïté et Judith Weintraub. On a une auditrice en ligne avec nous, Christine, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Est-ce que vous envisagez de partir en vacances? Est-ce que cette annonce vous a rassuré, vous a réconforté? Non, parce que en fait, mon budget vacances avait déjà été prévu en février. Donc, on avait retenu en agence un voyage à l'étranger, un voyage en Europe. Malheureusement, ce voyage a été annulé, mais il a été annulé mardi seulement. Enfin, officiellement annulé mardi. Donc, ce qui fait qu'à partir de mardi, là, nous avons un avoir qui va couvrir pendant 18 mois, selon l'ordonnance du 25 mars. Mais pendant 2 mois, on nous a dit que le voyage était maintenu. Donc, ils ont donc continué à prélever les soldes de ces voyages sur des pays fermés. Bon, très bien. Donc, c'était où? Vous deviez partir où? Au Portugal. D'accord. Donc, on a cet argent qui est bloqué donc, par un avoir pendant 18 mois. Mais on ne peut pas avoir un produit en France. Ces gens-là n'offrent pas de produits en France. Donc, moi, mon budget... il est gelé. Je ne peux pas partir en vacances en France parce que cette année c'est quelque part. Oui, c'est ça. C'est que vous, comme beaucoup de gens, vous avez effectivement payé à l'avance et puis on ne vous rembourse pas, mais on reporte. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben rien. Voilà. Bon. Alors peut-être que le Portugal s'ouvrira parce qu'il y a aussi toute la question. Moi, j'ai pas bien compris non plus ce qui se passait avec les pays à l'intérieur de Schengen. Si on allait pouvoir à un moment ou non voyager, on nous a parlé de quarantaine. Mais effectivement, ce que vous. Hein. Oui, c'est ça. Le Portugal a été plutôt moins touché que les autres. Touché, absolument. Mais donc, ça nous fait un peu peur. On est dans la tranche de 65-70, donc on ne voulait pas non plus s'exposer avec tout le mal que l'État a eu à récupérer les gens à droite à gauche. Donc, d'abord, moi, ça m'a choqué que ce voyage soit maintenu jusqu'à mardi soir. Voilà. Vous deviez partir quand? Dans 10 jours, là. Ouais. Oui, là, c'est un peu court, effectivement. Moi, je me doutais bien que ça allait être annulé, mais on ne nous le disait pas. Donc, c'est maintenu. Donc, les soldes, surtout, sont prélevés. Donc, alors, je comprends qu'il y ait un avoir sur ce qu'on avait versé au paiement, enfin, à la signature du contrat, mais qu'on continue
à J-40, donc les soldes sont prélevés, donc très bien. Mais le pays était fermé. Bon, moi je trouve ça un peu, enfin voilà. Et en plus de ça, le problème c'est que maintenant les gens qui vont prendre une location donc là pour juillet, alors eux on va les rembourser. Mais, oui, les rembourser ou faire des avoirs. Effectivement, on ne sait pas très bien ce que vous dites. Merci Christine en tout cas de votre appel, mais c'est vrai que ce que vous dites garantit un remboursement. Est-ce que les hôteliers ont été concernés? Est-ce que si vous réservez dans un hôtel, on va vous rembourser ce que vous avez pris ou est-ce qu'on va vous faire un avoir? Pierre Jacquemin, vous vouliez réagir à ce qu'on évoquait justement sur ces choses qui ne sont pas encore fait fixer. Judith avait raison de rappeler que par rapport à l'intérieur de Schengen, c'est toujours en négociation. Alors, je vais revenir sur Schengen parce que ça me paraît effectivement très important. Mais c'est vrai que moi, je trouve que je comprends et je partage la nécessité pour le gouvernement d'envoyer des signaux importants aux professionnels du tourisme, de la restauration et tout ce qui impacte justement l'économie du tourisme. Je trouve qu'on fait passer la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que je pense que l'immense majorité des Français aujourd'hui, la principale question qui se pose pour eux, et je pense notamment aux salariés des petites entreprises ou des très petites entreprises, c'est la question de l'emploi. Les gens ne savent toujours pas à l'heure qu'il est si leur entreprise sera en capacité de vivre et donc s'ils vont être en situation d'avoir un emploi et donc de pouvoir se permettre de partir en vacances, même si c'est dans un espace clos qui est celui de la France hexagonale et d'outre-mer, ce qui est d'ailleurs un autre sujet, mais je vais y revenir. Donc moi, je trouve qu'en plus, le gouvernement annonce dans le même temps que possiblement, il va réduire la voilure sur le maintien du chômage partiel courant juin. Donc tout ça ne me paraît pas très cohérent. Je pense qu'il y a une partie des Français qui, la question des vacances ne va même pas se poser. Et donc je pense que c'est à ça que le gouvernement devrait en priorité répondre. C'est cette problématique-là, même si encore une fois, j'entends la nécessité d'envoyer des signaux aux professionnels de l'hôtellerie. Par ailleurs, le gouvernement se valorise d'avoir donné 18 milliards d'euros au secteur du tourisme, mais j'ai entendu hier un responsable syndical de l'hôtellerie nous dire que sur les 18 milliards, 9 milliards justement étaient déjà consacrés au chômage partiel. Donc ça réduit déjà considérablement la voilure sur le maintien et sur l'aide que l'État donne aux entreprises du tourisme. Et puis par ailleurs, moi hier j'ai été choqué, pour tout vous dire, il y a peut-être une incompréhension d'ailleurs, mais j'ai été choqué d'entendre le patron du Parti communiste français nous expliquer que l'un des principaux en tout cas alliés de cette crise, ça a été les frontières. Mais pardon, non, les frontières n'ont rien à voir avec la crise. La frontière en soi, d'ailleurs, quand l'Italie, dès le début de la crise, décide de fermer les frontières, ça n'a pas réduit la pandémie, ça n'a pas réduit la crise sanitaire. La question, c'est pas celle des frontières, c'est la question de comment les pays sont en capacité très rapidement de tester, d'isoler, de masquer de manière très générale. Donc, c'est pas la frontière entre la France et l'Espagne ou la frontière entre la France et l'Allemagne qui va provoquer une nouvelle crise épidémique. C'est la capacité des pays à justement faire face selon les recommandations qui sont les recommandations des scientifiques, des médecins, des soignants et que l'on connaît déjà, les gestes barrières, le test, l'isolement et les masques. Donc moi, je trouve que cette question de frontières, quand le Premier ministre explique aux Français qu'ils pourront partir en France hexagonale et outre-mer, ça veut dire qu'on peut quand même aller prendre un avion pour partir à la Martinique ou en Guadeloupe ou ailleurs. Moi, je trouve qu'il y a un problème de cohérence. Et encore une fois, je trouve qu'on fait pas passer la charrue avant les bœufs parce que je pense qu'une majorité des Français, qu'ils soient salariés ou patrons de petites entreprises, leur principale préoccupation, c'est de maintenir leur activité économique et d'avoir leur emploi. Bien sûr, il y a Valérie, beaucoup d'entrepreneurs. Oui, Najwa, dire par rapport à ce qu'a dit Pierre Jacquemin. Je rappelle simplement, et vous avez raison de dire que l'emploi, c'est extrêmement important, mais le tourisme, c'est 2 millions d'emplois directs et indirects. Bien sûr. Bien sûr. Mais je voudrais poser une question à Pierre Jacquemin. Oui, Alexandre Malafaille. J'aimerais juste comprendre son raisonnement par rapport aux frontières pour voir jusqu'où il va. Parce que on peut être d'accord, hein. En même temps, on voit qu'un certain nombre de pays ont pratiqué la fermeture des frontières dès que l'épidémie ça a été constaté, ou des fermetures de régions, ça a été le cas de la Chine. Et deuxièmement, si on dit que les frontières, finalement, leur ouverture, leur fermeture est inutile, dans ces cas-là, le périmètre de 100 km est absurde. Enfin, c'est juste pour valider ce que vous êtes en train de raconter. Moi, ce que je pense, c'est que s'il doit y avoir un principe de frontière, il doit s'arrêter au palier. C'est-à-dire qu'à la frontière de notre porte, soit on nous isole tous et on décide que le confinement, il continue d'exister, soit on considère que aller et venir dans l'espace public, c'est possible si on est masqué, si on est testé, si on est isolé pour être quand on est un cas, positif.
Mais la notion de frontière, pardon, mais je suis désolé, je vais peut-être très loin, mais ça veut dire que Marine Le Pen a raison depuis toujours et on lui donnera raison demain. Si on considère que les frontières sont un rempart aujourd'hui à la crise que l'on vit, c'est une énorme découverte et c'est faux. En plus, c'est faux. L'Italie a fermé ses frontières, ça n'a pas empêché la pandémie de continuer. Encore une fois, mais la Grèce l'a fait, ça a très bien marché en Grèce. La Grèce l'a fait, ça a très bien marché en Grèce. Les scientifiques, c'est l'isolement. S'il y a nécessité, c'est confiner. Donc, on est confiné dans nos frontières de nos petits appartements ou de nos maisons à campagne. Mais la question des frontières n'a rien à voir avec le sujet du Covid-19. Alors, sur la Grèce, il semblerait que... Sur la Grèce, oui, parce que Judith, on l'a peut-être pas entendu évoquer le fait que la Grèce avait fermé ses frontières. Effectivement, il y a très peu de cas en Grèce. Ouais, j'ai entendu, à vérifier, mais j'ai entendu que la Grèce aurait beaucoup eu recours à l'hydroxychloroquine. Ça, c'est un petit deuil. Voilà. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a 2 études ce matin qui prouvent l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. On verra, mais on verra à la fin de la foire. Et de toute façon, maintenant, plus personne ne mettra d'objectivité sur ce débat-là parce que personne n'y a intérêt. Non, personne n'est... Malheureusement. Mais en revanche, il y a aussi une étude intéressante qui vient d'Espagne et qui montre que finalement, sur un échantillon de 60 000 personnes, le confinement, qui n'ont pas pratiqué le confinement, ont montré a priori qu'ils ont été moins atteints par le Covid-19 que ceux qui ont été confinés. Voilà. Donc il y aura besoin, à mon avis, d'éclairer le débat public dans les temps qui suivront cette pandémie pour véritablement savoir quelles sont les bonnes dispositions à prendre. Est-ce qu'il faut confiner, arrêter un pays, bloquer une économie ? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt les distances, les mesures barrières, mais en même temps continuer à travailler, à vivre avec le virus, mais en continuant à avoir une activité ? Toutes ces questions, il faudra les poser. Et la question des médicaments, évidemment, parce que vivre sans médicaments, quand on a une maladie, c'est pas possible. Et aujourd'hui, moi, je m'inscris en faux contre ce que vous dites, Valérie, parce que je crois qu'il y a des traitements. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a des traitements. Vous êtes médecin, c'est bien, c'est formidable. Il y a des médecins qui sont... Vous ne pouvez pas dire ça, je veux dire, on n'est pas dans la croyance, on est dans la science. Vous ne pouvez pas dire, je crois qu'il y a des médicaments. C'est une maladie extrêmement complexe, extrêmement compliquée. On apprend à l'instant qu'il y a un enfant qui est mort du syndrome de Kawasaki. Il y a énormément d'inconnus, donc on ne peut pas dire, je crois qu'il y a des traitements. C'est une maladie compliquée. Il y a des gens qui en guérissent au bout de 5 jours. Il y en a qui font des complications. Il y a autour de vous, vous avez vu des gens qui ont été malades, qui ont fait de l'anosmie, c'est-à-dire qui n'ont pas eu d'odeur ni d'odorat ni de goût pendant 2 jours, c'est passé. Donc il n'y a pas de... c'est extrêmement compliqué de dire je crois qu'il y a des médicaments. Non mais Valérie, que vous vouliez avoir raison et que vous pensez non, que je ne veux pas avoir raison. Je vous dis que c'est une maladie compliquée. Valérie a raison sur une chose. Valérie a raison sur une chose. C'est pas une question de croyance, c'est une question de... C'est pas une question de croyance, c'est une question de science. C'est une maladie compliquée. Même les scientifiques, exactement, le disent eux-mêmes. Ils ont des doutes et chacun n'est pas enfermé dans ses certitudes scientifiques. Donc mais il n'y a en matière de traitement médical, pardonnez-moi, en matière de traitement médical, il n'y a aucune certitude, nulle part. Et il n'y a pas de croyance non plus. Je ne suis pas en train de m'appuyer sur la croyance. Vous dites je crois qu'il y a un traitement. Parce que c'est une formule, pardonnez-moi, c'est une formule de style. C'est une formule de style. Du point de vue de l'expérience que j'ai, de ce que je vois, de ce que je suis, de ce que j'observe, de ce que je regarde, de ce que j'analyse depuis maintenant 2 mois et un peu plus, et en France et ailleurs dans le monde, il me semble en effet que des traitements fonctionnent plus ou moins bien, avec plus ou moins de résultats, et qu'après, il appartient au médecin, votre médecin en particulier, de vous administrer le traitement qui va bien. Et je pense que la position du gouvernement, et je voudrais juste terminer là-dessus, et je pense que la position du gouvernement qui a consisté à dire « restez chez vous et ne faites rien », et un peu de paracétamol, d'interdire aux médecins de je finis ce que je dis, je voudrais juste finir ce que je dis. Je voudrais juste finir ce que je dis. Voilà, sinon on ne va pas s'entendre, c'est déjà compliqué à distance. Voilà, juste pour dire que cette position-là, avec tous les spots qu'on a eus, et en disant finalement quand vous commencez à vous étouffer, appelez-nous, je pense que cette position-là n'est pas la meilleure et qu'on aurait pu, de toute façon, mieux traiter en amont les cas qui ont commencé à développer une maladie. C'est pas pour défendre ce que dit Raoult, c'est pour dire qu'effectivement, c'est ce qu'on fait un certain nombre de pays, que ça donne le meilleur résultat que d'attendre le moment où ça dégénère. Voilà. Bon, on va pas refaire le débat effectivement sur les médicaments, mais c'est vrai que ce qu'évoquait Pierre Jacquemin tout à l'heure, c'est de dire il faut tester, il faut avoir des masques. Oui, mais Valérie, si je peux intervenir, là on commence à avoir quand même des études comparatives sur le confinement, qui est un débat qui en fait n'a pas eu lieu en France. C'est vrai. Les données qu'on a, c'est bon. Vous savez qu'il y a 3 pays qui ont pas confiné ou confiné très peu ou compter sur le civisme, pas confiner de manière punitive. C'est la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne. Ça fait un quart de l'Europe. Dans ces pays-là, les taux de mortalité relevés sont de 150 décès par million d'habitants. Dans les autres pays qui ont confiné, il est de 400.
décès par million d'habitants. Vous vous rendez compte la différence? Alors, c'est pas la peine de faire un débat sur ce qu'il aurait fallu faire sur le confinement, parce que je vous le dis tout de suite, nous n'avions ni masque ni test, donc nous n'avions pas le choix. Donc c'est pas un débat pour le passé, c'est un débat pour l'avenir. Et on est toujours en attente de différents résultats d'essais cliniques. On parlait de Discovery, cet essai clinique A. Qui est une vaste blague, oui. Qui est une vaste blague. Essai clinique européen, donc qui a tourné vite au fiasco. On attend également les résultats, les essais cliniques du CHU d'Angers. Il y a eu toute une conférence de presse, donc on attend toujours. Ils annonçaient des résultats au bout d'une quinzaine de jours. On est toujours en attente, ça fait maintenant un mois. Donc vivement le résultat de ces essais cliniques. Et pour revenir sur le professeur Raoult, vous ne les aurez pas, les résultats. On ne les aura pas puisque l'Europe n'a pas participé. Et puis pour revenir sur le professeur Raoult, c'est dommage qu'il n'ait pas mené des essais cliniques respectant une certaine méthode. Ça aurait évité les débats d'aujourd'hui sur l'efficacité ou non de sa méthode. Et qui a fait perdre beaucoup de temps. Oui, enfin, pardon, c'est pas le professeur Raoult qui a décidé dans un premier temps de ne pas inscrire l'hydroxychloroquine dans l'essai Discovery. Je vous rappelle quand même que Florence Adair, le professeur Adair, qui est lyonnaise, qui a partagé la tribune de la conférence de presse d'Édouard Philippe à son invitation, nous avait annoncé que l'essai Discovery allait enfin résoudre le problème. Alors même d'ailleurs que quand l'hydroxychloroquine a été introduite dans cet essai sous pression de l'opinion, tardivement, elle a été dans des conditions qui n'étaient pas celles que préconisait Raoult. C'est-à-dire vous lirez les deux études qui ont été publiées ce matin, qui ont été faites dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions, ça on ne sait pas parce qu'elles mais dans les conditions, elles sont aussi critiquées. Non, mais il y a une méthode, qui est partagée. Allez, on ne se mettra pas d'accord là-dessus. On va pas refaire ce débat éternellement. On parlait des vacances. Je voudrais qu'on parle également de notre économie et de ce chômage partiel. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. On est avec vous sur Sud Radio. Le débat entre 11h et midi. Alors, on va parler du chômage partiel. Certains le trouvent trop généreux. D'autres, comme le MEDEF, souhaiteraient que cela continue. Le gouvernement devrait bientôt détailler les modalités de la baisse progressive de ce dispositif qui a été mis en place pendant le déconfinement. Certains économistes redoutent qu'il agisse comme un frein à la relance économique. J'ai entendu certains commerçants, restaurateurs dire que s'il n'y avait pas le chômage partiel, ils ne pourraient pas continuer à payer leurs salariés. Et puis le MEDEF qui est quand même dans une contradiction plutôt étonnante, qui dit on n'est pas d'accord avec le gouvernement, l'arrêt du déremboursement, ça vient trop tôt. Alexandre Malafaye, commençons avec vous. Oui, c'est difficile compte tenu, le débat là encore, il est très lié à la façon dont on a géré le confinement du pays. Chaque pays a eu une approche différente en fonction de la situation et la méthode qu'il a voulu déployer. Nous, on a confiné l'intégralité du pays. Compte tenu de ce que ça impacte comme conséquence sur les entreprises, cette solution-là était sans doute la moins mauvaise des solutions. Maintenant, elle a deux problèmes compte tenu de son ampleur. Un, c'est qu'elle coûte évidemment très cher et qu'on aura beau éluder les questions de coût de ces mesures de confinement, à un moment donné, elles nous rattraperont de manière extrêmement sévère. Et il y aura un effet ciseau, c'est-à-dire au moment où on voudra remettre de l'argent pour rénover l'hôpital et monter les fonctionnaires, notamment ceux de la santé, on va avoir un problème budgétaire. Et en même temps, ce confinement et les mesures d'accompagnement qui vont bien, qui peuvent entretenir une certaine prolongation, peut-être plus longue que souhaité, et peut-être que parce que certains aussi se sentent à la fois très apeurés par rapport à la reprise du travail. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur, d'autres qui finalement sont des confinés heureux. Il y avait un papier dans le Figaro qui titrait comme ça, les confinés heureux. Bon, en tout cas, et puis des entreprises qui peuvent profiter d'un effet d'aubaine pour dire après tout, c'est pas le bon moment pour se remettre dans le bain. On risque effectivement de retarder d'autant plus la reprise, et ce qui va, je parlais d'effet ciseaux, nous mettre encore en décalage par rapport à nos partenaires européens, puisque les chiffres qu'on a pu observer depuis les premières quelques semaines montrent qu'a priori, on est plutôt
avec un niveau de croissance qui est bien plus faible que nos partenaires et on risque d'avoir en effet un effet de reprise bien plus mou que nos partenaires. Donc c'est vrai que la situation est compliquée. En même temps, compte tenu de l'enfermement dans lequel on s'est plongé avec ce confinement total, je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement. Situation, c'est du grand écart. Ouais. Pierre Jacquemin. Oui, moi je sais qu'on va avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Judith va grimper au plafond dans 3 secondes, mais un grand débat sur l'investissement public et la question de la dette. Je pense que la dette, comme le disent beaucoup d'économistes, elle n'est pas grave si elle est bien investie. Et c'est vrai que si on investit aujourd'hui, si le gouvernement propose une vision d'avenir sur des investissements de long terme dans les transports, dans le numérique, dans le développement durable, dans les énergies renouvelables, on peut imaginer, d'ailleurs ça fait 10 ans même plus que beaucoup de spécialistes, d'économistes le disent, on peut imaginer des millions d'emplois à la clé. Mais là tout de suite maintenant, on sait que le confinement, tel qu'il s'est passé, il a plongé une partie de la population française dans la pauvreté. On a vu des quartiers entiers en France, je pense notamment à la Seine-Saint-Denis qui a été une des principales victimes de cette crise, des quartiers entiers où des populations, des familles, des personnes, même individus, se sont retrouvés à aller chercher de la nourriture dans des associations qui bénévolement distribuaient des repas. Donc je pense que c'est une nécessité absolue que l'État-providence assure son travail d'État-providence et que si le gouvernement a pris une très bonne mesure pendant cette période, ça a été la décision de faire du chômage partiel. Et je pense que ça, c'est quasiment unanimement reconnu, que ce soit le MEDEF d'un côté ou les syndicats de l'autre. Je pense que c'était absolument nécessaire de maintenir l'emploi, de maintenir les personnes dans un confort au moins qui soit pas trop dégradant sur un plan financier. Même si, encore une fois, on sait que certaines entreprises n'ont pas joué le jeu de la compensation des 80, des 30% restants à payer pour que le salaire soit complet. C'est ce qui peut paraître énorme quand même pour certaines personnes qui, au SMIC, sont payées entre 1200 et 1500 ou parfois moins d'ailleurs, et qui perdent 300 €, qui ont perdu 300 € pendant 3 mois. Voilà. Donc je pense que c'est une nécessité absolue. J'ai entendu la ministre ce matin du Travail dire que pour les secteurs du tourisme, des restaurants et des cafés, il serait possible d'étendre le dispositif du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne mesure, ça serait une bonne décision. Je crains en revanche qu'on découvre en septembre, peut-être même avant, que le chômage soit plus massif qu'on s'y attendait et que la nécessité pour l'État justement de faire en sorte qu'on sauve les petites entreprises, les petits commerces, les artisans, les indépendants qui créent de l'emploi, qui sont aussi décisionnaires sur la décision de licencier ou pas licencier. Je sais qu'il a été question à un moment donné d'interdire les licenciements. Je sais que c'est des mesures qui font sauter au plafond le MEDEF et sans doute bien d'autres personnes encore. Je pense qu'il faut tout faire pour sécuriser l'emploi en ce moment, que l'activité économique va repartir et que donc la priorité c'est de sauvegarder l'emploi et donc de préserver les salariés dans leur statut. Judith Weintraub, vous en pensez quoi? Alors, vous avez bondi? Elle est redescendue. J'ai pas bondi pour ce que vous avez dit pour l'investissement parce que je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que dans ce domaine, le en même temps n'est pas tenable sur le long terme. On peut pas en même temps remettre les dépenses publiques à un niveau qui font que ce n'est pas l'État qui pompe l'énergie financière et l'énergie économique de ce pays comme c'est le cas en France. Et vouloir que les entreprises repartent. Il faut choisir. Moi, je trouve très bien que le chômage partiel ait été décidé et appliqué. Il concerne plus de 50% des salariés du privé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, on assiste à une nationalisation du travail en France. Ça, avec l'interdiction des licenciements dont vous rêvez et les nationalisations effectives que certains réclament, je pense à Jean-Luc Mélenchon par exemple pour Sanofi. On va vers, ça irait, on n'y va pas heureusement, ça irait vers un modèle qui a déjà été essayé, donc je rappelle que ça n'a jamais marché. Sur le médicament, Judith, à minima, sur la question du médicament et de la santé, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, Judith, sur la question du médicament? Sur indépendamment de Sanofi.
indépendamment de ça. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord, parce que je trouve que l'État n'est pas efficace et nous l'a amplement démontré pendant cette crise. Donc, en aucun cas, la nationalisation ne peut être une solution et ne peut pallier les carences nombreuses et parfois dramatiques que l'État français a démontré pendant cette crise. Oui. Najwa El Haïty. Je vais être un peu redondante, mais en effet, ce dispositif était indispensable pour sauver l'emploi et éviter une vague en effet de licenciements. Mais comme Pierre Jacquemin et Juliette Ventrobe disaient, ce dispositif coûte extrêmement cher à l'État. 50 milliards est à la charge de l'État quand vous avez l'Allemagne. Quand on parle d'un dispositif généreux, c'est bien le cas, puisque l'Allemagne consacre le dispositif de l'Allemagne consacre un budget de 10 milliards. Donc, vous avez la France 50 milliards, l'Allemagne 10 milliards. Donc, autant dire que notre dispositif est extrêmement généreux. Donc, un effet positif, éviter les licenciements. Effet négatif, c'est que du coup, ce dispositif, et on s'en rend compte, certaines entreprises sont naturellement incitées soit à fermer des unités de production, à moins produire, ou encore à retarder le lancement de leur activité. Et donc, ça a des répercussions en termes de production. Rien que l'Italie, qui a été gravement touchée, n'a pas eu un dispositif aussi généreux que la France. Eh bien, sa production a été moins atteinte. Donc, autant dire, oui, là encore, la France a été très, très généreuse avec l'impact j'allais dire économique qu'on risque d'évaluer à la rentrée et qui risque d'être important. Oui, signaler qu'effectivement en Allemagne, les salariés sont indemnisés par l'État à hauteur de 60 à 67% de leur rémunération. Et au Royaume-Uni, c'est 80% du salaire brut avec un plafond à 2 831 €. Et l'Espagne, c'est 70% du salaire brut avec des limites qui vont de 1 098 € à 1 411 €. Donc c'est vrai que la France a été, il faut le dire, extrêmement généreuse. Que les États-Unis, par exemple, il n'y a strictement rien. Donc c'est effectivement une question il y a un plan qui va être détaillé dans les jours qui viennent. Donc à suivre. Merci à tous les quatre. Très bon week-end à vous. On se retrouve lundi. Protégez-vous, prenez soin de vous, mettez vos masques, jetez-les à la poubelle et non pas dans la rue. C'est comme si vous contaminiez tout le monde. Donc on essaye d'être tous solidaires. Merci à vous. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. À lundi. Très bon week-end.